Rebonjour à tous. Donc, on va commencer cette deuxième table ronde. Du coup, on a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de mise en place de KM plus ou moins récemment. Là, on va effectivement s'attarder sur tout ce qui est valorisation et pérennisation de ces démarches. On va voir donc comment dans vos organisations vous valorisez cette démarche, quels indicateurs par exemple sont mis en place pour reconnaître en fait la pertinence de ces démarches KM, et puis voir aussi sur du long terme comment vous arrivez à embarquer en fait vos collègues, vos commanditaires, vos sponsors pour faire de cette démarche un outil intéressant pour tout le monde. Sur la première question, on va vraiment s'attarder à la médiation et à la valorisation de la démarche. Est-ce que vous avez organisé des événements particuliers? Yannick nous disait que pour le lancement, il y avait eu quand même un événement. Est-ce que vous organisez d'autres? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour justement sensibiliser vos équipes? Est-ce que vous faites des flyers, des guides, enfin, comment vous arrivez alors j'aime bien donner le terme embarquer parce que c'est un peu ça, comment impulser en fait cette démarche. C'est pas le tout de la mettre en place, et voilà, dans le temps il faut continuer à alimenter l'outil. Oui, donc pour continuer, j'avais parlé pour les connaissances axées sur l'innovation. Donc c'est la partie pour laquelle j'étais impliquée. Donc il y a eu la mise en place d'une communauté de pratique. Donc en interne, ils appelaient ça un réseau et une innovation prospective. Nous, au sein du bureau, on espérait que ça prenne la forme d'une communauté de pratique. En fait, c'est plus compliqué parce que ça a été initié il y a 4 ans. Et là, au moment où j'ai quitté l'organisation l'année dernière, depuis, c'est un peu en train de dépérir. Mais il y a des choses qui ont quand même été initiées, une sorte de dynamique. Et dans le cadre de ce réseau communauté de pratique, il y a eu la création d'une plateforme collaborative. Donc ça, c'est l'avantage d'être au ministère de l'Intérieur, c'est qu'on a accès aux outils internes. Donc ça a permis de partager de la documentation, des événements, donc à beaucoup d'acteurs en fait un peu éparpillés sur le territoire, que ce soit des opérationnels, donc des pompiers, plutôt des profils gestionnaires au sein des ministères ou l'école des cadres de la sécurité civile, des associations. Donc il y a notamment les associations agréées de sécurité civile, comme par exemple la Croix-Rouge. Il y a quelques chercheurs, parce que dans l'école des cadres de la sécurité civile, il y a un centre de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile, donc plutôt axé sciences humaines et sociales. Voilà, donc il y a eu la mise en place de cette plateforme collaborative, et il y a eu l'organisation de webinaires sur des thématiques axées sur l'innovation. Donc l'innovation, nous, c'était plutôt l'innovation organisationnelle, et ça regroupe des thématiques très larges. Donc ça, c'est lié en fait à la diversité des missions de la sécurité civile, qui peuvent aller de la protection des personnes à... donc par exemple, au terme de thématiques, il y a l'anticipation des risques. Donc, ça peut être les risques naturels, les risques NRBC, ça peut être tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles, santé et sécurité de l'intervenant, les recherches, la dimension recherche, innovation sur le matériel. Donc il y a eu beaucoup de thématiques diverses. Donc ça, on a organisé des webinaires. Donc la dimension visio, ça permettait en fait à des gens implantés dans tous les départements de France en fait, de se réunir facilement, gratuitement, parce qu'il y a aussi des problématiques budgétaires dans les services publics. Et il y a eu l'organisation de séminaires. Donc on en a organisé 3 qui ont réuni près de 100 personnes, donc essentiellement des sapeurs-pompiers, donc dans les départements. Donc ça a permis en fait aux gens de se rencontrer,
Donc c'est des gens qui étaient plutôt sur des thématiques d'innovation, parfois de ressources humaines, sur des doctrines de prospective. Donc à savoir qu'en fait, l'innovation est davantage développée dans les départements qui ont le plus de budget, parce que la priorité, c'est le secours aux personnes. Et l'anticipation des risques, c'est souvent plus accessible pour les départements qui ont davantage de budget. Et leur budget, en fait, dépend de la taille de la population. Donc, par exemple, Lyon, enfin les grandes villes, en fait. Les grandes villes et certains départements, l'innovation chez les pompiers est assez aussi humano-dépendante. Donc, parfois, il va y avoir quelqu'un qui, de par sa formation, va avoir une appétence plus importante pour l'innovation, ou qui a fait un deuxième master, par exemple, sur la prospective, le management, des choses comme ça. Et le fait que ça soit humano-dépendant, ça peut être un avantage. C'est que, par exemple, dans un petit 10, entre guillemets, ils peuvent être très intéressés par l'innovation. Et à l'inverse, le fait que ça soit humano-dépendant, on pourra revenir sur ça plus tard, mais que si la personne part, en fait, elle part aussi avec les connaissances. Alors, concernant la façon de faire chez LEK Consulting la promotion, entre guillemets, du KM, évidemment, on fait des formations. Donc, les nouveaux arrivants sont tous formés à l'utilisation de la plateforme KM. Initialement, c'était très didactique, comment dire, on leur présentait très rapidement la plateforme. Désormais, on fait vraiment des exercices. Donc, on leur donne un timer pour qu'ils retrouvent l'information le plus rapidement possible. Sinon, ça ne rentre pas et ça ne connecte pas. Donc, ça, c'était assez récent sur la partie formation. Ensuite, on a, après newsletter, etc., on essaye de mettre en avant ce qui a été fait, sachant qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont développées, en particulier avec l'IA, mais aussi en termes d'automatisation, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on communique aussi. Il y a, de façon un peu plus événementielle, ce que vous évoquiez, nous tous les ans on fait des awards, alors c'est presque comme les Oscars, mais chaque équipe KM régionale fait une présélection des meilleurs projets réalisés donc par les consultants, des missions pour nos clients. Et en fonction de la propriété intellectuelle créée, des méthodologies utilisées, etc., on va faire une présélection et chaque région va voter. Alors en Europe, c'est très démocratique parce que j'y tiens. Donc c'est un vote pour tout le monde. Tout le monde peut voter. Aux États-Unis et en Asie-Pacifique, ça l'est un peu moins. Mais ça permet de mettre en exergue deux projets par an, qui sont évidemment complètement disponibles sur notre plateforme KM et qui mettent en avant des équipes, des missions qui ont été réalisées sur l'année précédente. Pour moi, c'est une bonne façon d'illustrer aussi à quoi sert le KM pour permettre à tout le monde de voir ce qui s'est passé aussi bien en Europe, mais aussi dans les autres régions. Et cette compétition, à la fin de cette compétition, il y a le CEO de LEK qui envoie un joli mail en illustrant les 6 projets, donc 2 projets par région, qui ont gagné. C'est aussi une façon d'illustrer et de remettre les petits liens qui vont bien vers toute la documentation de ces projets en question, etc. Donc pour moi, c'est une belle vitrine. Et enfin, sur la partie valorisation, au début de chaque mission, quand on a le temps, donc pas toujours, mais on propose aux équipes projet
par mail, on leur fait une liste de tous les documents qui seraient, selon nous, pertinents pour eux d'aller voir, ce qu'on appelle le Day One Email. Donc, en gros, pour le premier jour de leur mission, ils reçoivent par mail la liste des documents concernant des projets qui ont été réalisés par le passé, qui sont très similaires à ce qu'ils vont commencer à faire. Voilà, donc pour moi, trois actions pour valoriser la démarche. Alors, nous, on est pour les aspects plutôt matures, hein, c'est là où on vraiment fait des actions. La filière expertise, alors il y a chaque année un événement où on invite tous les experts pendant une journée complète avec des présentations, des learning expéditions sur le terrain pour voir ce qui se passe ailleurs, ce qui permet de pouvoir mettre en relation les experts. On invite des chefs pour qu'ils puissent parler, etc., et puis écouter. Et on met en valeur nos 45 experts de la filière via les écrans. Donc on a bossé avec la com pour faire des fiches où l'expert est présenté avec sa photo, ce qu'il fait, ses activités en une slide assez courte, et donc qui est diffusée sur les écrans, et on le fait par thème, genre experts internationaux, experts dans tel sujet, donc comme ça on arrive à feuilletonner les experts pour qu'ils soient visibles de la part de l'ensemble de l'entreprise, pour qu'on pense à eux le jour où on aurait besoin de leur service dans un domaine précis. Ce qui permet de pouvoir leur rendre ça la visibilité. Donc on a commencé au mois de janvier, ça marche pas trop mal. Viva Engage, donc l'outil Microsoft Yammer. Hein. Donc j'ai commencé à pousser l'usage, parce que ça a été un petit peu délaissé au CSTB, entre autres pour pouvoir mettre beaucoup plus visible la veille que l'on fait, la veille business, la veille sur des types de produits, de telle manière que n'importe qui puisse y avoir accès et puisse après nous contacter pour avoir plus d'infos et puisse répondre par rapport à la veille qui existe. Et le troisième qui a très bien marché, j'ai fait des graphes. Comme on m'avait demandé, mais est-ce qu'on peut voir le graphe des experts? Alors comment est-ce qu'on peut trouver les experts, le fameux qui sait quoi? Et c'est pas en ayant un expert, en ayant sa fiche et puis en fait le business dont il dépend ou le département qu'on saura grand-chose. Donc, comme on a une classification sur les grands domaines scientifiques et techniques, les enjeux sociétaux auxquels le CSTB répond, ainsi que l'échelle du quartier, de la ville, ou du matériau, ou du bâtiment, on a pu indexer chacun des experts par rapport à ces trois, disons, variables, et créer des graphes qui montrent par rapport à ça comment est-ce qu'ils sont reliés entre eux à ces différents, disons, trois dimensions. Ce qui rendait visible le fait que les experts soient dans un domaine et pas dans un autre, et voir où il y avait des trous. Par exemple, pour la RH, ou même pour nous, il y a des domaines scientifiques et techniques où il n'y a personne. Donc je pose la question, faudrait-il ou pas élargir la filière expertise à des gens qui sont dans un domaine où il y a un trou, donc pas assez d'experts. Inversement, s'il y en a trop dans un autre domaine, eh bien, on ne va peut-être pas en mettre d'autres en plus. Donc c'est aussi un outil de pilotage et de visualisation. Et ça, je l'ai fait, alors ce qui s'appelle avec l'IA le vibe coding. Je ne sais pas si ce mot vous le connaissez. C'est en gros, vous demandez à la machine de dire je voudrais, en gros c'était j'ai mes données sur les experts, je veux que ça s'affiche avec tel type d'affichage sous forme donc de JavaScript, ça s'appelle comme ça, sur un navigateur web où on peut voir des petits graphes qui bougent. Je veux faire ça, aide-moi à faire le code qui va faire que. Et donc, l'IA m'a aidé avec plusieurs itérations, elle m'a fait le code, traité les données et elle m'a fait afficher le graphe. À un point tel qu'on m'a demandé, mais fais-moi des graphes sur autre chose. Et donc j'ai commencé à avoir un petit business, je dirais, de création de graphes pour différentes personnes dans l'entreprise, parce qu'ils voyaient l'intérêt de pouvoir visualiser de manière assez simple des données qui étaient plutôt cachées. Et ce que l'IT ne pouvait pas faire, parce qu'ils n'avaient pas forcément les compétences et le savoir-faire sur comment je fais pour visualiser. Donc tout ça, ça permet de pouvoir nous faire connaître, et donc quand on a besoin d'aide, eh bien, on vient nous voir. Très intéressant, il faut qu'on se voit. Alors, moi, j'avais noté, évidemment, sur la valorisation, c'était pour vous parler de la troisième brique KM qu'on a rajoutée à notre environnement de travail dans le service, donc qui s'appelle le kiosque, j'en parlais tout à l'heure, qui est un outil en soi de valorisation. De valorisation de quoi? Donc des connaissances des agents qui leur permettent de mettre en avant
leur métier, leur expertise, leurs compétences, leurs projets, leur production, leur démarche, des processus. Voilà, donc ça couvre l'ensemble des domaines de compétences du département, donc des directions très opérationnelles comme je sais pas, la protection de l'enfance, les crèches, les services sociaux par exemple, les routes départementales, mais aussi les processus plus transversaux, des supports, le budget, les RH, les marchés publics, etc., qui sont amenés à travers une programmation mensuelle que l'on fait paraître sur l'intranet de tous les mois, donc tout le monde reçoit le programme des ateliers dans sa boîte mail, et puis ce programme est affiché en continu sur notre intranet, et tout le monde peut piocher, peut participer, s'inscrire spontanément à un atelier sur des formats très courts, d'1h30, quelquefois un petit peu plus long, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Le principe, cette philosophie du kiosque, c'est que les agents parlent aux agents. D'ailleurs, tu parlais de cette philosophie aussi. Il s'agit de valoriser les talents en tant que tels et puis les productions qui sont réalisées par ces talents. Donc si je vous prends un exemple, par exemple, du programme d'avril, là, on a un programme, par exemple, qui met en avant, s'appelle Aqua Dionis. C'est donc la direction de la nature et des paysages qui a choisi de parler en avril des châteaux d'eau du parc du Saussay chez nous. Donc on est propriétaire de parcs départementaux et pendant 1h30 on va entendre parler de ces fameux châteaux d'eau du parc du Saussay par des représentants de la direction en question qui mettent en avant effectivement leur savoir, leurs compétences sur le château d'eau, toute l'histoire du parc, et qui mettent en avant évidemment la manière dont ils vont d'ailleurs travailler auprès des publics qu'ils reçoivent tous les jours dans le cadre des programmes des parcs. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'agents, par exemple, de la direction des finances ou la direction des ressources humaines, mais de savoir ce que fait notre compagnon qui est au 3e étage en bas, et de mieux connaître la manière dont lui, il va accueillir ses publics dans le parc départemental et sur quel sujet il les accroche. Voilà. Et en dehors de ça, on peut aussi inviter des intervenants extérieurs. Donc là, c'était le cas, par exemple, avec une conférencière sur les châteaux d'eau, où on essaie après de prendre un peu de recul par rapport au parc du Saussay. On essaie d'avoir quelque chose un peu plus en entonnoir renversé pour donner un contexte un peu plus large de la connaissance des châteaux d'eau en France. Voilà. Et autour de ces ateliers se crée un écosystème documentaire ou de connaissances avec des prestations documentaires associées que nous appliquons à certains des ateliers, pas à tous, et qui consistent à dire, voilà, pour Aqua Dionis, par exemple, on a choisi de faire une bibliographie spécifique sur les châteaux d'eau, donc pas facile à faire, parce qu'il y a peu de choses aussi, peu de thèses sur d'ailleurs le sujet, si ça intéresse des chercheurs, sur les châteaux d'eau. Des flyers, évidemment, qui sont distribués dans tous les ateliers, des tables d'ouvrages, des tables de presse, des dossiers documentaires, ça peut être des synthèses. Ce qu'on propose aussi, c'est des comptes rendus de ces ateliers. Donc aujourd'hui, on les prend à la main sous forme de cartographie, effectivement, on fait ça. Et ça permet de tracer l'existence de cet atelier et de lui donner un formalisme qu'il n'a pas, puisque c'est de la contribution orale. Et voilà, après je vous parlerai d'autres perspectives qu'on veut mettre en œuvre sur l'ensemble des valorisations. Mais voilà, c'était pour vous faire donner un accent sur un des ateliers et comment l'écosystème après de connaissances peut se construire à partir d'une idée que nous apporte une direction pour dire, moi j'ai besoin de valoriser ce que je fais au parc du Saussay. Et je veux que les agents, ils savent un petit peu, qu'ils aient envie d'y aller déjà. Et parce que tout ça, ce sont des leviers en fait qui servent aussi en termes de valorisation, ça sert à l'attractivité aussi des métiers, parce qu'on est quand même 8000, et ce qu'on cherche à faire aussi au niveau des RH, c'est promouvoir cette mobilité interne, fidéliser aussi le personnel qui travaille au département. Donc cette mobilité interne, ça va faire partie aussi de ces leviers un peu implicites du KM qu'on veut qu'on développe à travers le kiosque. Alors, du côté Colas,
En termes de valorisation de la démarche Knowledge Management, moi, ça fait 7 ans que je la porte. On a commencé à parler réellement de Knowledge Management au bout de 3-4 ans. Parce que finalement, j'ai attendu que la démarche soit suffisamment mise en place auprès des métiers pour qu'on puisse réellement dire qu'on fait du Knowledge Management. En plus, c'est un terme qui fait peur. Donc, pendant longtemps, on l'associait à la mise en place d'organisations, de process métiers, où on n'en parlait pas vraiment. Depuis que l'intranet, depuis qu'on a officiellement intranet et que finalement on commence à émerger en tant que méthodologie, maintenant je distingue vraiment ce qui est de mon ressort de ce qui n'est pas mon ressort. Parce que je suis toute seule pour porter la démarche Knowledge Management et que je suis en position holding dans une entreprise extrêmement décentralisée, donc je n'ai aucun pouvoir en fait, ni sur les métiers, ni sur les agences, en fait sur personne. Du coup, moi je m'attache vraiment sur quel est mon ressort. Moi je travaille du coup sur les méthodologies, la mise en place de chartes, de bonnes pratiques sur le knowledge management. Je pilote des ateliers avec les référents knowledge managers dans les filières métiers. Tous les ans, je fais la tournée des directions, où je rencontre les directeurs, je rencontre les sponsorships pour leur présenter les avancées de la démarche, où est-ce qu'on en est, étudier leurs besoins, voir où est-ce qu'ils voudraient aller et comment on peut aligner la démarche du knowledge management avec leur stratégie métier. Les ateliers knowledge manager, les personnes tournent énormément, donc on est obligé de les acculturer régulièrement, de les former aux outils aussi. Et puis, et l'autre partie qui est encore plus importante finalement, c'est comment porter la démarche de knowledge management au sein des filières métiers et la rendre véritablement opérationnelle. Parce que pour qu'elle fonctionne, il faut que elle soit vraiment, que ce soit les opérationnels en fait qui participent et finalement sans trop savoir qu'ils font du knowledge management. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Ben, on en est un peu là. Donc moi, j'accompagne les filières métiers pour finalement leur donner les clés pour qu'ils puissent, eux, communiquer, utiliser en fait la démarche pour la réintégrer dans leur process métier, dans leur communication, dans leur newsletter, en fait à chaque moment clé de leur communication métier, et pour l'intégrer. Et finalement, c'est ça qui fonctionne le mieux, c'est quand on intègre vraiment le knowledge management dans le process métier clé de chaque filière métier. Et après, ça impose aussi de quand même se rendre disponible parce que je suis très régulièrement contactée par des opérationnels métiers, peu importe l'endroit, dans n'importe quelle langue en fait, qui me disent moi j'ai une démarche de knowledge management ou je veux l'allier à ce qu'on fait au métier. Et du coup, je crée des ponts en fait. Je crée une dimension très systémique. Mais là, on est extrêmement aidé en fait sur cette dernière année puisque finalement, on surfe énormément sur la notion de transmission. La transmission est devenue une valeur clé, une des 4 valeurs piliers du groupe Bouygues, donc du groupe Colas. Et donc la dimension de transmission, share en anglais, et nous depuis le début on s'appelle Colas Share. Donc finalement en fait on surfe sur cette démarche et on intègre la dimension de transmission, de passation, de capitalisation partout dans le groupe. Alors, au niveau de... Oh, c'est bon ? Chez nous, nous avons vraiment articulé un certain nombre nous sommes centralisés sur la communication, beaucoup sur la communication, dès que l'on a impulsé les process, etc., pour informer l'ensemble du personnel. Donc, il y a un dispositif qui a été mis en place par une de mes collègues que l'on appelle les cafés-doc. Café-doc parce que c'est un moment, au début c'était 13-14 heures, et puis bon, c'est sur la pause méridienne, donc ça a été déplacé, qui parle de tous les sujets. Et nous, on mobilise généralement un créneau dans l'année pour pouvoir parler de la gestion des connaissances, de là où on en est. Ce que l'on a mis en place également, c'est un module de e-learning, donc tout un chacun est à même de pouvoir aller chercher sur une plateforme voilà, ce module qui a été mis en place par une de nos collègues. Pour l'appropriation de l'outil, de la démarche, on avait mis en place très en amont ce que l'on appelait des webinaires, mais qui étaient plus des QR, des questions-réponses,
On avait des sujets particuliers que enfin voilà, au début c'était thématique. Ensuite c'était carrément un créneau qui était réservé à peu près tous les 15 jours, qui montrait qu'on était présent et enfin voilà, chacun était en mesure de venir et de poser ses questions. On a aussi un dispositif qui est en place, c'est des newsletters, les newsletters sur les nouveautés du centre de documentation, les nouveautés de mise en ligne, ce genre de produits. Il y a eu également des vidéos de témoignages auprès de nos chargés de valorisation, mais pas que, par des contributeurs, par des personnes qui étaient mobilisées, qui pouvaient du coup témoigner de ce que leur apportait l'outil. Ce en quoi ça leur était utile. Il y a eu, et ça a démarré, et c'est en croissance, en développement, on va dire, c'est tout ce qui est aussi de la démarche transmission des connaissances, transmission, ce que vous avez déjà évoqué plus loin, avec un travail auprès des managers et notamment de la DRH, c'est de les sensibiliser et on est arrivé à faire, enfin ça c'est aussi une collègue, de faire évoluer les fameux entretiens individuels avec un dispositif vraiment au sein du questionnaire, un temps d'échange pour pouvoir identifier lors de cet entretien, s'il y a une mobilité, s'il y a un départ, et de pouvoir anticiper pour pouvoir mettre en place un système de capitalisation des savoirs. Et puis, dans les dernières choses, quand c'est très... quand il y a vraiment des remontées de nos chargés de valo pour des difficultés en lien avec des dispositifs que l'on met en place, des questionnements ou autres, là pour le coup c'est Yannick qui peut intervenir dans des instances très transversales, techniques, pour pouvoir faire remonter soit les difficultés ou les mises en œuvre, les nouveaux dispositifs qui sont mis en place et qui doivent s'approprier. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces partages. On voit bien pour les pratiques, les actions qui, effectivement, sont mises en place et permettent de valoriser la démarche KM. Je retiens notamment, effectivement, l'importance de communiquer, de montrer ce qui est fait, aussi en s'intégrant dans la société, mais aussi de permettre de faire des actions un peu différenciantes et de permettre le partage. Enfin, vraiment que les collègues puissent partager entre eux. Et quand on parle de valorisation, on peut penser aussi effectivement à la valeur du KM et comment elle peut être évaluée finalement, la valeur du KM. On parle des indicateurs, la question sur les indicateurs tout à l'heure aussi, on va pouvoir y venir ici. Et aussi qui au sein de votre organisation est légitime aussi pour porter ce jugement. Est-ce qu'on peut penser à la direction bien sûr, mais c'est aussi les utilisateurs finaux, les équipes opérationnelles. Et puis après aussi... quelles conditions finalement doivent être réunies pour que cette démarche elle se pérennise dans le temps. Oui, donc tout à l'heure, j'ai parlé des séminaires. Je suis allée un peu vite. Ce que j'ai dit, ça illustrait plutôt la visibilisation du KM. Il y a aussi une valorisation parce que dans le cadre de ces séminaires, c'est notamment pour mettre en avant des projets dits innovants. Donc c'est soit des projets qui ont abouti, soit qui sont en cours. Il y avait aussi des prix des mémoires, des choses comme ça, et aussi des prix pour mettre en avant des projets innovants. Après, sur la partie pérennisation, c'est ça ? Les indicateurs, il n'y a pas vraiment d'indicateurs quantitatifs, mais je pense que sur la partie qualitative, je dirais que les outils ils ont été mis en place dans un certain objectif. Pour la partie formation à l'école des cadres de la sécurité civile, on voit que les sapeurs-pompiers, enfin les acteurs de manière générale, à la sécurité civile sont confrontés à de nouveaux risques, notamment le changement climatique, la désertification médicale, et aussi il y a le morcellement des acteurs de la sécurité civile. Donc en fait, on leur demande de plus en plus d'avoir des notions de comment anticiper les risques de demain. Eux, ils font parmi des acteurs qui sont le plus touchés en fait par le changement climatique. Et donc,
ils apprennent tout seuls. Donc parfois, de plus en plus, ils font des formations à côté. Donc voilà, cette mise à disposition du KM, elle leur permet de se former en continu. Il y a aussi la contrainte du temps. Donc voilà, parfois, en fait, les outils sont à disposition, mais ils ne peuvent pas, en fait, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc il y a aussi la contrainte du temps. Ils sont aussi débordés. Et pour la partie innovation, cette mise à disposition des connaissances et le fait que ça puisse favoriser la collaboration, notamment entre les départements, ça peut leur faire gagner du temps. Voilà, s'il y a un département qui a déjà réfléchi au risque, il y a un certain nombre de départements qui sont concernés, par exemple, par le risque inondation. C'est plutôt au niveau du sud. Il y a des régions plus par le risque d'écoulement de terrain, etc. Eux, ils peuvent se regrouper et partager la connaissance. Et aussi, le fait, historiquement, la sécurité civile, c'est organisé au niveau des communes. Donc, il y a une tradition aussi avec un réseau local. Donc, ça peut être au niveau des préfets, des maires qui connaissent très bien, ou même un réseau professionnel avec les industriels. Ils peuvent se rapprocher d'industriels, savoir dans leur département ou à côté qui travaillent déjà sur cette problématique. Et donc ça leur permet en fait de se mettre en lien avec des acteurs qui ont déjà travaillé sur des problématiques et donc d'avoir un projet donc avec des TRL, donc c'est un niveau un peu d'aboutissement de projet innovation plus élevé qui ne part pas de zéro, et donc de gagner du temps et de gagner de l'argent. Après, en termes de qui est légitime pour évaluer la maturité du KM, le fait que ce soit une organisation décentralisée, ça peut être difficile d'avoir une vision un peu d'ensemble. Donc il y a des acteurs, pour la partie formation, ça va être l'école des cadres, il y a la partie ministérielle. Mais voilà, c'est un peu difficile de dire, nous, on a une vision sur tout. Donc il y a sur peut-être l'outil qui pilote. Mais voilà. Alors, la fameuse question des indicateurs. Peut-être en intro, moi, je voudrais faire un petit... vous dire que chez LEK Consulting, on est sur une typologie de missions très particulière. Ce sont des missions qui durent 3 ou 4 semaines. Ce qui fait que les rotations, en fait, les consultants ont une rotation très rapide. Ce qui légitime aussi toute la partie de KM et d'acculturation sur un marché. Ils doivent devenir sachants très, très rapidement. Voilà, petite intro faite. Ce qui m'amène au processus de comment on capture, comment on capitalise. Donc, les consultants font leur mission, donc très courte, et à la fin, une personne de l'équipe KM va rencontrer le manager et un des consultants pour discuter de ce qui doit être capitalisé et de ce qui est particulièrement sensible et doit être nettoyé. Lors de cette conversation, qui dure habituellement entre 30 minutes et 1 heure, il y a une des questions qui est « Avez-vous utilisé de l'information qui était sur la plateforme KM ? Si oui, combien de temps ça vous a fait gagner ?» Voilà. Et donc nous, on capture ça on a un dashboard qui nous permet, au niveau international, de dire il y a X nombre d'heures qui ont été sauvées grâce au KM. Là, on est en train aussi de mettre en place un autre système. C'est sur toute la partie de démarche commerciale, on utilise Salesforce et on est en train de faire rajouter une petite boîte qui permettrait aux personnes qui travaillent sur les propositions commerciales de dire si oui ou non ils ont utilisé des ressources de l'équipe KM. Donc soit nous directement, où ils vont nous contacter en direct et nous dire est-ce que vous pouvez me trouver ces références commerciales-là pour illustrer ma propale, ou directement, eux, avoir accès à des choses qu'on aurait déjà mis en partage sur la plateforme KM. Voilà, donc on essaie d'identifier des façons diverses pour nous de traquer en fait comment est utilisé notre travail. Et aussi, je voulais évoquer le fait que, alors ça c'est pour l'instant c'est uniquement fait en France, mais mon objectif c'est de le faire au niveau européen
quand j'aurai les équipes HR Europe avec moi. Mais en gros, il y a une partie du bonus des consultants du bureau parisien qui est indexée sur leur participation ou leur bonne volonté à participer avec nous. Donc, ce n'est pas uniquement nous, le KM, mais c'est toutes les fonctions support, donc les ressources humaines, le juridique, le recrutement, etc. Et 10% de leur bonus est indexé à leur bonne volonté. Donc on se retrouve pendant une réunion, on passe en revue toute la liste des consultants et on identifie ceux qui jouent très bien avec nous et ceux qui jouent moins bien avec nous. On se rend vite compte que ceux qui jouent très bien avec nous, eh ben, ils jouent bien aussi avec le legal, enfin avec le juridique, avec le recrutement, ils font bien leur timesheets, etc. Et ceux qui jouent pas trop bien avec nous, ben, ils jouent jamais avec personne. Voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi... alors, c'est assez spécifique, comme je le disais. Pour l'instant, c'est fait qu'en France. Mais c'est un gros... Enfin, on a vu clairement des changements de comportement de certains consultants. Comme quoi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je considère qu'il y a 3 niveaux de mesures. Il y a les mesures techniques que tout le monde fait sur ces systèmes de documentaires, le nombre de personnes qui regardent, le nombre de documents qui ont téléchargé, etc. C'est très beau au départ, mais ça ne montre pas qu'il y a de la valeur vraiment. Mais s'il n'y a rien, c'est que ça montre qu'il y a un gros problème. Mais si ça marche, la valeur n'est pas forcément là. Après, il y a le deuxième niveau, c'est la valeur perçue. Donc, effectivement, c'est les témoignages, c'est le feedback des managers, c'est qu'est-ce qu'ils pensent d'eux. Donc, ça, on a une meilleure compréhension si le service que l'on fournit ou pas. Donc, ça peut être c'est ce qu'on va faire nous quand on aura la base de connaissances. C'est des sondages annuels pour avoir le feedback des gens qui s'en servent. Puis après, il y a les fameuses success stories qui montrent que grâce à telle activité de la base de connaissances ou des communautés ou d'autres, ça permet de gagner du business et j'ai le témoignage d'un manager qui montre que et j'ai des résultats par eux derrière. Et là, j'ai un exemple qui date d'il y a quelques jours. Je vais faire un article sur l'intranet. On m'a demandé de faire un article sur la sécurisation des connaissances et j'ai demandé à un des grands directeurs de me faire un témoignage sur un transfert de connaissances fait par un expert qui a eu lieu il y a 6 mois, qui est parti à la retraite. Il m'a fait 10 lignes, 10 dithyrambiques sur la méthode qui avait été suivie, le gain qu'il y a eu. Là, j'attends le témoignage de l'expert qu'il faut choper après la retraite, donc on va essayer de l'avoir. Mais comme c'est le mari de Séverine, je pense que ce sera assez facile. Et après, on va publier. Et là, clairement, j'ai bien une preuve tangible que la méthode que l'on propose fonctionne bien. La preuve, il y a un grand chef qui dit que. Donc pour moi, la valeur est là. Alors, sur la valeur, on a un directeur général qui est très attaché effectivement à avoir une stratégie sur la valorisation des connaissances en interne et en externe qui est clairement exprimée et qui nous a été adressée directement à la direction données, études et connaissances. Donc c'est notre karma, on va le suivre et on est ravis qu'il ait la même idée que nous, c'est formidable. Et donc on va pousser cette valeur connaissance à tous les points de vue puisque cette direction elle a plusieurs branches. Donc il y a évidemment la nôtre sur le kiosque, des prestations documentaires que vous connaissez, des benchmarks documentaires. Ça peut être la création d'équipes Teams pour échanger dans un projet. Mais on a aussi le bureau gouvernance des données qui cartographie toutes les données présentes dans les bases de données relationnelles. Donc effectivement, il y a quand même un silotage entre connaissances et données. Il y a le bureau des statistiques et de l'analyse et il y a le bureau des études. Donc il y a quand même une volonté marquée dans ce département d'avoir une valeur sur l'information qui est importante et qui est à distinguer très clairement depuis 2020 des systèmes d'information en tant que tels, donc de la DSI. C'est une valeur qui est séparée, mais qui fonctionne, qui doit fonctionner ensemble. On se sert des outils, de la technologie, mais pour qualifier et valoriser ces données, il y a une direction vraiment très, très différente par rapport au système. Et après, sur la question de l'évaluation, nous, on a
beaucoup d'indicateurs. Voilà, on fait que ça. On fait beaucoup d'indicateurs depuis très longtemps, d'autant que les collectivités sont tenues à un bilan annuel qui doit être publié. Et puis on a des indicateurs quantitatifs, bien sûr, et des indicateurs de satisfaction et de ressenti aussi, parce qu'on se rend bien compte que depuis qu'on a déménagé en décembre de Bobigny à Saint-Denis, tout le monde nous demande où est passé le kiosque, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, etc. Donc on passe notre temps dans les couloirs à expliquer que non, nous n'avons pas disparu, mais on n'est pas dans les mêmes configurations. Donc tout ça, c'est de l'indicateur de ressenti. Et par ailleurs, on a des choses très précises voilà, qu'on fait sortir à chaque fin d'atelier, où on envoie un questionnaire de satisfaction à tous les participants qui nous renvoie effectivement voilà, comment s'est passé votre atelier, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer et quelles suggestions avez-vous pour créer un autre atelier. Donc l'idée, c'est de boucler cette boucle vertueuse. Alors chez Colas, on a très longtemps fait du knowledge management sans piloter les indicateurs, parce que c'était aussi préférable, parce que le temps que la démarche percole dans l'entreprise, c'était préférable de ne pas trop communiquer sur les chiffres. On communique maintenant sur les chiffres depuis 2-3 ans. On utilise SharePoint pour nos communautés de pratique et toute notre plateforme. On a dû retravailler les chiffres avec des sociétés extérieures parce que SharePoint ne propose pas un système d'indicateurs très pertinent. Mais donc aujourd'hui, on a réussi à connecter nos bases SharePoint avec notre SIRH d'entreprise. Donc on a une vision vraiment très très précise de qui consomme quoi, quand, en fonction des jobs, en fonction des métiers, en fonction de la provenance géographique, en fonction de la langue. Donc on pilote tout ça. Donc on surveille en fait les connexions, les statistiques. Par contre, on est en train de rendre accessible justement ce pilotage d'indicateurs aux métiers directement, parce qu'eux sont véritablement en capacité de lier leurs chiffres de connexion à leur stratégie et à leurs besoins métiers. Donc par exemple, on a des indicateurs assez simples, mais par exemple, moi on m'a toujours demandé de faire du knowledge management transverse et disponible pour toutes les zones géographiques. Aujourd'hui, les pays se connectent en fait au prorata du nombre d'utilisateurs potentiels dans une zone géographique. Donc, ce qui est positif. Et un autre chiffre clé aussi qui nous intéresse, c'est la part d'opérationnel dans la consommation de cette plateforme, puisque un des objectifs, c'était d'éviter l'écueil chez nous, d'être uniquement un outil support qui s'adresse aux fonctions support. Aujourd'hui, c'est 60% des entre guillemets, populations opérationnelles qui accèdent et utilisent la plateforme. Donc finalement, ça a permis aussi de pérenniser la démarche parce que c'est utile à toutes les zones géographiques et pas que la France, et c'est utile aux personnes qui font véritablement le métier, qui sont opérationnels. Par contre, ensuite, les métiers donc, pilotent en fonction de leurs besoins stratégiques. Pour la partie de la captation des savoirs et savoir-faire de nos métiers, là, on est sur des indicateurs alors classiques, le nombre de vidéos produites par filière, par personne, le nombre de personnes formées, le nombre de vidéos qui nous sont remontées, etc. Mais pour les projets pilotes donc, qui sont beaucoup plus matures, donc des filières métiers ou des agences, on met en relation ces chiffres avec les indicateurs de la sécurité. Parce que l'un des objectifs de cette démarche de knowledge management, c'est de participer à l'excellence opérationnelle du groupe, à travers à la fois la prévention, donc travailler en sécurité et travailler dans l'efficacité. Du coup, on corrèle nos chiffres de production de vidéos, etc., avec le nombre d'accidents. Donc potentiellement, est-ce que ça fait baisser ou non le nombre d'accidents, de presque accidents, voire malheureusement d'accidents mortels. Comment, s'il se produit ce type d'accident, on réagit en produisant des vidéos. Et en termes d'efficience du geste, le plus gros risque chez nous, finalement, c'est la malfaçon, de refaire un chantier. Par exemple, ça nous coûte extrêmement cher. Donc, pour ne pas refaire un chantier, il faut que ça soit parfait du premier coup. Pour que ça soit parfait du premier coup, ces vidéos, justement, aident nos compagnons à être efficaces. Et donc, on aura cette corrélation à terme de vidéos produites et efficience du geste. Alors, c'est des indicateurs qui sont très compliqués à mettre en place. C'est plutôt les métiers
qui participent à leur élaboration. Mais à terme, en tout cas, on est attendu par la direction générale sur ces indicateurs-là. En termes justement de légitimation justement de la démarche KM, finalement, c'est à la fois la direction générale parce qu'elle en entend parler, parce que c'est efficace et d'une certaine façon aussi elle le réutilise dans son discours de communication, mais aussi les opérationnels, est-ce qu'ils ont simplement trouvé ce dont ils avaient besoin? Et là c'est vraiment difficile parce qu'on a tellement de métiers, tellement de thématiques, tellement de sujets qu'on a énormément de mal à toucher tous les sujets. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'effets déceptifs de collaborateurs qui se connectent aux plateformes et qui se rendent compte qu'en fait il n'y a rien pour eux parce qu'ils sont dans des corps de métier tellement spécifiques que on n'a rien à leur proposer en fait. Alors pour reprendre la nomenclature proposée par Louis-Pierre, nous on en est au premier niveau. C'est-à-dire qu'on essaie de sélectionner dans la quantité infinie de combinaisons des données quelques indicateurs qui seraient des vrais bons indices que l'appropriation de l'outil signifie qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'il y a un centre de ressources et que ces indicateurs ne soient pas pour renforcer le rôle de reporting de l'outil qu'on vous a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette capacité à décrire et piloter la production, elle va avec un certain nombre d'indicateurs quantitatifs de volume par catégorie d'études. Mais aller au-delà pour dire à qui ça sert, et notamment en interne, pour l'instant, on est en train de chercher les données qui le révéleraient un peu. Et puis par ailleurs, on a testé, alors on n'a que 2 éditions pour l'instant, donc avec 2 points, on ne fait pas une tendance, un niveau de satisfaction assez général des utilisateurs par rapport à l'outil, puisque pour l'instant, c'est pas facile de distinguer les attitudes de production, alimentation, capitalisation des attitudes de recherche entre guillemets pure, c'est-à-dire pas sur ce qu'on a produit soi, mais sur ce qu'ont produit les autres pour apprendre, et ou pour faire une biblio, pour relancer un projet de production de connaissances, par exemple. Ça, on n'est pas encore en mesure de le monter. Donc quand on aura franchi cette première étape, et vu qu'on a un embryon pour la seconde, à savoir la valeur perçue, peut-être qu'on aura des indicateurs composites un peu plus sophistiqués, comme ceux qui sont évoqués par la collègue de Colas, mais les choses sont un peu moins avancées à l'ADEME dans ce sens-là. Et par contre, pour légitimer ces chiffres, c'est l'un des directeurs exécutifs qui nous les réclame presque toutes les semaines, donc je suis assez confiant que quand on les lui mettra à disposition, il en fera la publicité. Par ailleurs, ça mélange un peu les 2 notions. Alors nous, on n'est pas une industrie de transformation de matière, bien sûr, mais il y a un souci d'excellence opérationnelle aussi, parce qu'on a un volume de production qui est assez conséquent, et aucun des cerveaux humains qu'il y a dans la boutique, ni au ministère qui nous pilote, n'est en mesure de tout voir et de tout comprendre si tout ça est cohérent. Et en fait, l'efficience opérationnelle, ça va être de vérifier que les études les plus importantes sont partagées par toutes les personnes qui doivent orienter les politiques publiques concernées. Et ça, les critères de décision, ils sont encore à définir collectivement avec ces publics-là. Parce que une de nos difficultés, par exemple, c'est que notre site externe, la vitrine dont je parlais tout à l'heure, donc la librairie de l'ADEME, elle est plus utilisée par les adémiens pour consommer que notre outil interne. Ce qui est une forme de détournement de l'usage, mais c'est parce qu'elle a beaucoup plus de longévité, en fait. Et ils l'utilisent aussi pour faire connaître directement à nos nombreuses parties prenantes externes. Donc ils ont les produits finis, publiés. Et puis tout ce qui est document plus littérature grise, publication interne, qui est réputé périmé pour l'extérieur, mais qui a un intérêt soit historique, soit d'appropriation, mais c'est moins visible que la librairie. Et donc on doit trouver un circuit d'orientation qui, sans contrecarrer l'usage générique de la librairie, permet de mieux orienter nos collègues internes vers ce centre de ressources internes qui est plus riche, mais du coup qui est aussi un peu plus déroutant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on entend que vous avez des indicateurs quanti un peu classiques, et puis vous avez aussi le ressenti de vos collègues par rapport au fait que il y a du gain de temps, il y a du partage de l'information. Sur cette dernière question de la deuxième table ronde, on va
parler de comment on ancre en fait le KM dans la durée. Est-ce que vous avez des ambassadeurs? Est-ce que vous avez des partages d'expérience à nous dire sur des récits ou des initiatives qui ont bien fonctionné et qui permettent en fait de montrer que la démarche elle est installée encore pour plusieurs années? Oui, donc la communauté de pratique, on peut dire que l'ambassadeur, c'était un peu le bureau et innovation rattaché au ministère de l'Intérieur. Après, moi, je pense que un des éléments pour que ça fonctionne, c'est que ça réponde à un besoin, que ce soit pas juste un outil qui soit un peu imposé aux usagers et qu'on vérifie un peu s'ils se connectent, s'ils utilisent. Donc, en l'occurrence, à la sécurité civile, un des besoins, c'était la formation continue. Et donc, par exemple, l'accès à des recherches universitaires, que ce soit des mémoires ou même des recherches dans des domaines qui puissent les intéresser, pour l'amélioration sur du matériel technique, l'IA, pour, par exemple, améliorer la détection des feux de forêt ou mieux anticiper les risques naturels. Donc ça, c'était, voilà. Avoir accès à la connaissance scientifique pour faire de la prospective et sur les risques. Et il y avait notamment la veille. Donc le fait de centraliser l'information, ça a aussi permis de savoir est-ce qu'il y a des projets qui réfléchissent à un problème en même temps. Et ça a aussi permis le fait d'avoir un ambassadeur, en l'occurrence la Direction générale de la sécurité civile. Ça a aussi un poids pour soutenir des projets. Donc, par exemple, il y a eu un projet dans le SDIS, donc Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, sur un projet pour mieux secourir les personnes malentendantes et sourdes, et qui, grâce à l'appui du ministère de l'Intérieur, a pu récolter plus de financement, avoir de plus de visibilité au niveau national, et c'est un dispositif qui est en train d'être déployé. Après, il y a aussi des choses à mettre en avant à la sécurité civile, c'est, je dirais, renforcer la culture du partage. Le fait que ce soit des organisations très segmentées. Il y a encore l'information qui reste entre guillemets stockée au sein des organisations et qui n'est pas du tout assez partagée. Donc voilà, même s'il y a l'outil, ça ne veut pas dire que les personnes ont le réflexe de partager. Et il y a aussi, comme la EKM est assez humano-dépendant à la sécurité civile, c'est aussi anticiper les départs, que ce soit pour changement de carrière ou départ à la retraite, avec notamment des expertises clés et des personnes qui ont énormément d'expérience sur le terrain et sur des types de risques. Concernant la pérennisation, alors nous déjà on a des champions, donc des managers qui sont considérés comme jouant particulièrement bien avec nous, qui nous aident à identifier certains besoins qu'on n'aurait pas pu identifier de façon centralisée. Après, moi je pense que le KM en ce moment est particulièrement sous les feux de la rampe, parce que y a pas mal d'entreprises, j'ai l'impression, qui se rendent compte que l'IA générative, ça a l'air très cool. Ça peut faire plein de choses, mais pour ça, il faut avoir de la bonne data, de la data propre, bien catégorisée, avec une taxonomie, avec des métadonnées très précises. Et en fait, c'est ça le KM. Donc j'ai envie de dire que oui, je pense que le KM a de beaux jours devant lui. Moi, personnellement, j'ai jamais été autant contactée cette année sur mon domaine que par des étudiants. J'ai eu trois groupes d'étudiants qui m'ont contactée. Ça fait presque 20 ans et j'avais jamais vu ça. Donc je pense qu'on a de beaux jours encore. Alors, d'expérience, la pérennisation d'un dispositif KM, c'est jamais certain.
Dès qu'il n'y a plus de sponsors, en général, le dispositif s'écroule parce qu'on vous dit qu'est-ce que vous faites là, ça coûte des sous et on vous met ailleurs. Hein. Ça m'est arrivé déjà, c'est arrivé à d'autres. Hein. Donc, c'est pas simple. Hein. Moi, je dirais, comme on commence le programme, on verra dans 5 ans. Si en 2030, là, au bout de 5 ans, on verra si l'entreprise dit on garde le dispositif, on garde les gens, ou est-ce qu'ils diront ben voilà, ça marche bien, ça tourne, c'est du run. Donc, ben, comme c'est du run, ben, ça marche tout seul, quoi. Donc là, aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire, donc ce qui fait que je passe la main. Alors oui, sur la pérennisation ancrage, je pense que nous, on est plutôt dans une organisation plutôt organique en fait. Hein, donc ça se fait par petites touches, année par année, comme ça, on a des projets qui émergent. Donc je vous avais dit, hein, la bibliothèque numérique de référence qui donne un accent très fort à des documents types, vraiment stratégiques, qui sont le cœur du département et que tout le monde se doit de connaître quand on rentre au département. On y a ajouté cette brique de records management avec Alfresco qui est possible à partir de 2017, donc qui nous a permis aussi de rentrer dans un partenariat renforcé avec la direction des archives, hein. C'est-à-dire que quand l'application d'un document est terminée, hein, la vie courante d'un document de la bibliothèque de référence est terminée, il a vocation à rejoindre le module de records management et puis ensuite d'être archivé. Et ensuite, la mise en place du kiosque a rajouté cette dimension, du coup, oui, vraiment, véritablement organique, puisqu'on est sur de l'implicite, du tacite. On n'a pas d'injonction à demander à des personnes de créer eux-mêmes le système en soi, puisque moi, je n'ai pas parlé de mon équipe, mais on est 15 dans cette équipe, donc on se substitue effectivement à l'ensemble peut-être de vos chargés de veille ou de vos relais pour que ça ne constitue pas un effort supplémentaire pour la collectivité. Donc, de ce point de vue-là, on arrive à l'ancrer de cette façon-là. Mais depuis qu'on est dans une entité direction, données, études et connaissances, il y a des aspects de coordination qui se sont aussi noués avec l'ensemble des chefs de service de cette direction, et notamment avec la programmation annuelle des études qui est très suivie par nous et qui nous aide aussi à capitaliser, à aller à la collecte même au plus proche des rédacteurs d'études. On a aussi un projet avec le bureau des études de partir en campagne sur le territoire, parce que pour convaincre, il faut souvent aller convaincre à l'extérieur pour démontrer à l'intérieur que finalement ça suscite de l'intérêt plus qu'il ne croit. Et là, l'idée, c'est on est en train d'essayer de référencer là le portail sur Google. Alors vous verrez qu'il est référencé sur Quant, sur tout un tas de moteurs de recherche, sauf sur Google. On a un gros problème. Donc ne le tapez pas comme ça directement. Hein. J'ai distribué des petites cartes. Vous irez. C'est pour ça que vous avez l'adresse directement. Mais l'idée, c'est de partir dans les territoires, donc de la Seine-Saint-Denis, de rencontrer des entités de collectivités comme des villes, les établissements publics territoriaux, qui sont les intercos de la petite couronne, et les universités. Donc chez nous, on est en face du campus Condorcet, si vous voulez. Donc l'idée, c'est de rencontrer l'Umatech et de dire, peut-être que vos masterants, vos doctorants trouveront des ressources utiles pour leur thèse, leur master, leur mémoire, etc. Donc l'idée, c'est ça, et en même temps de donner de la chair à ce portail, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire, vous pouvez voir tous les documents internes que produit le département pour vous, hein, donc des tutoriels, des guides, des documents de communication de type livret, d'accueil, par exemple. Ça peut être des documents d'orientation budgétaire, des documents très stratégiques, des analyses juridiques. Hein. Ça peut aller assez large, hein, et qui peuvent évidemment inspirer des étudiants, peut-être des journalistes, des chercheurs, comme un peu inspiré du système de l'open data, c'est-à-dire on met à disposition presque sans a priori nos données. Ils en feront ce qu'ils voudront au final. Hein, voilà. Et
ça c'est intéressant parce qu'avec le bureau des études, on compte y aller en montrant le portail, mais aussi en donnant de la chair, je disais, en disant, mais voilà, par exemple, on va vous parler de l'étude, la dernière étude que le département a menée et qui intéresse l'ensemble des villes, les 40 villes du département. Voilà. Donc il faut incarner à chaque fois pour susciter cet intérêt-là. Mais après, bon, sur l'ancrage, on a aussi un guide de gouvernance des données, par exemple, qui cartographie l'ensemble des acteurs de l'information chez nous, qui cartographie l'ensemble des outils, l'ensemble des données, et puis tous les repères RGPD. Voilà. Donc ça, c'est un guide maintenant qu'il faut animer, donc qu'il faut accompagner dans une animation de type une comitologie assez classique, où l'idée c'est de travailler chaque chapitre de ce guide qui nous servira un petit peu de feuille de route pour l'avenir. Moi, je pense que finalement, la pérennisation du knowledge management, c'est ce qui est vraiment de plus difficile parce que on ne réussit que quand le knowledge management fait partie de la culture de notre entreprise, ce qui n'est jamais acquis. Et on ne doit jamais faire des projets pilotes, implémenter des choses, c'est facile, c'est rapide. En général, on voit le résultat au bout de 2-3 ans après, voire même 5, 6, 7 ans. Donc il faut suivre l'organisation, il faut suivre les réorganisations, il faut se représenter, il faut vivre, recréer du lien avec les différentes parties prenantes en permanence. C'est pour ça que sur chacune de mes communautés, parfois je suis à 2, 3, 4, 5 refontes avec des interlocuteurs différents. Donc il faut être agile, il faut rebondir, il faut accepter le changement. Il faut accepter aussi que certains projets qu'on mène et on y croit, ils ont une durée de vie très limitée ou finalement ils n'aboutissent pas. Qu'un autre projet pour lequel on n'aurait pas forcément misé, il fait son chemin et finalement c'est celui-là qui va s'imposer. Donc finalement, être agile, peut-être ne pas avoir trop de certitudes, accepter en fait qu'on est juste des passeurs de savoir d'une certaine façon. Je pense que par contre, ce qui est très très important, c'est de suivre les technologies, de suivre les évolutions du secteur, plus largement aussi le secteur digital, parce que ça va très très vite. Moi aussi, cette année, j'ai jamais été autant sollicitée par la DSI pour mettre en place l'IA, tester les agents parce qu'on est la plateforme de référence et qu'on a la documentation clé du groupe. Mais en même temps, c'est un formidable vecteur de développement, donc c'est très enthousiasmant pour l'avenir. Je pense que par contre, ce qu'il faut toujours être certain, c'est est-ce qu'on suit ou pas la stratégie de notre groupe d'une façon générale? Est-ce qu'on s'intègre vraiment dans la ligne stratégique? Et en fait, le knowledge management, pour moi, c'est vraiment le vecteur de diffusion finalement de la stratégie de notre groupe d'une certaine façon. On l'incarne, on le déploie, on y participe. Et en focus, alors moi voilà, c'est une entreprise, on n'est pas une association, donc l'objectif c'est le business avant tout. Donc l'excellence opérationnelle, mais aussi faire de l'argent, voilà, réussir dans le business. Et là, finalement, on est attendu, c'est est-ce que, ou nous, on est utile, et est-ce qu'on sert le business de notre entreprise? Et pour moi, c'est à partir du moment où on fait cette passation, où on est reconnu comme participant à l'utilité générale de l'entreprise, qu'on peut se dire que peut-être qu'on va durer dans le temps, sachant qu'à un moment aussi, c'est l'homme, c'est l'humain qui finalement prime avant tout, et je ne sais pas si à partir du moment où on est remplacé ou un sponsor est remplacé, est-ce qu'on va continuer ou pas. Voilà. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de sponsorship. Donc, personne ne sait qui sponsorise le projet. Donc, finalement, on survit. Mais c'est plus de la survie. Alors, je reprendrai quelque chose qu'a déjà mis en place Ariane. Pour l'ancrage, en fait, pour cette année 2026, justement, on a atteint un plateau de notoriété et d'embarquement de collègues. Et donc là, on va tenter de décliner la stratégie par grande direction exécutive. C'est-à-dire que par tactique, le directeur général qui a impulsé tout le programme en 2019 a positionné le poste de knowledge manager dans la direction qui produit le plus, direction de l'expertise. Mais en fait, il y a de l'expertise partout. Et donc, les autres qui produisent en moins grand volume et donc qui ont consacré moins de temps
de personnes relais, les référents que Marie-Odile anime dans le réseau des chargés de valorisation. Ces personnes-là, du coup, elles ont moins de temps pour être réflexives, pour questionner les moyens et l'organisation que leurs propres directs, enfin, comment elles sont positionnées dans leur organisation. Et c'est à moi, en l'occurrence, bien que depuis notre direction exécutive, d'aller faire le tour des directions comme Ariane et pour voir comment eux et elles, directrices et directeurs exécutifs, traduisent les enjeux du KM pour leur direction. Donc là, on a mieux ciblé, du coup, le marketing stratégique du KM pour cette année. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le second étage, c'est que, en fait, le lien que vient de faire Ariane, c'est exactement celui que je voulais dire, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on a parlé de connaissances aux experts. Maintenant, il faut parler des experts aux experts, parce qu'en fait, ils vont se débrouiller pour aller chercher la connaissance. Ils le font déjà de manière artisanale, décentralisée, assez spontanée, notamment dans leur communauté métier, où nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment nous implanter de manière identifiée. Mais on sait que ça tourne, sinon ça ne produirait pas tout ce que ça produit. C'est juste que ce n'est pas harmonisé, et puis il y a moins de résilience à certains départs sur certains sujets, même si on a mis en place depuis le début de l'année dernière un dispositif de transmission de connaissances qui commence à rattraper cette fragilité. Et donc le deuxième étage de la fusée, ça va être de se servir des informations qui sont disponibles dans l'outil pour dire, ben, regardez, en fait, la gestion des connaissances, ça parle de vous et ça vous parle de vos collègues. Et puis le troisième étage, ça va être que l'ADEME, tous les 5 ans, dans le cadre des élections présidentielles, elle produit un gros effort d'expertise prospective pour contribuer au débat public sur la transition écologique et donc mettre sur la place publique des scénarios contrastés et étayés pour dire comment la société française peut parvenir aux horizons 2050 à la neutralité carbone, qui est l'objectif auquel la France s'est engagée il y a 2 mandats politiques. Et donc, ça, c'est le produit phare qui donne l'occasion de mobiliser toute l'expertise de l'ADEME en un gros effort collectif. Et on va profiter de cette édition-là, qui va être le 3e, pour mieux organiser la gestion des connaissances dans ce cadre-là. Et donc, chaque experte et chaque expert, en tant que pilote d'un sous-sujet thématique, va avoir un accompagnement pour mieux capitaliser d'un côté sa production de connaissances un peu littéraire et de l'autre côté les datas. Au sens, on a le portail Open Data de l'ADEME et pour l'instant relativement parallèle à la gestion des connaissances. On va tâcher de faire des liens entre les deux. Voilà, c'est les 3 tactiques pour l'ancrage qu'on a dans les tuyaux pour 2026. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette 2e table ronde. Donc, si vous avez des questions, on a encore un moment d'échange. Déjà, Nathalie, est-ce que ça a répondu? Oui, pouce, elle a fait pouce. J'aime bien, on communique par emoji maintenant, on fait pouce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais savoir comment vous envisagiez l'impact de l'intelligence artificielle sur le KM. Et aussi, deuxième question, est-ce que vous éprouvez des craintes justement sur la fuite de savoir de vos différentes structures à cause de l'intelligence artificielle? Justement, nous, on a mis en place une gouvernance KM parce qu'on s'est posé la question très vite. Alors pour la fuite, je prends le truc à la fin. La fuite, on a donc notre RSSI a fait une étude de réseau sur tous les outils IA utilisés par l'entreprise et c'était assez éclairant, je dirais, de voir tout ce qui peut servir depuis ChatGPT, tout ce qui est le système pour le texte, pour les images, pour le son, la traduction. C'était hallucinant ce qui sortait. Donc on a quand même essayé on ne bloque pas, mais on a diffusé une doctrine avec en gros, si les outils recommandés, si vous avez un besoin de métier, que ce soit en tant qu'informaticien ou d'autres, eh bien venez voir, la DSI, il y a une espèce d'aide et il y aura des gens qui vont vous aider à aller vers la bonne solution par rapport à ça. Donc on essaie effectivement de limiter et surtout de faire comprendre par un roadshow. On a fait un roadshow dans nos 4 sites pour expliciter l'IA, ce que c'est,
l'avantage, les risques, dont justement celui-là qui était bien montré. Et les gens se sont rendus compte, ah bon, quand on donne des choses à ChatGPT, ça part dehors. Et donc voilà, c'était ça un petit peu la grosse découverte pour beaucoup de gens. Donc ça, c'était l'aspect effectivement gouvernance. Alors l'aspect, l'autre question, c'était l'IA peut servir en amont déjà à mieux indexer, parce que souvent le problème majeur quand on met des documents, c'est l'indexation. C'est qui va se taper les fameux mots-clés, ça embête tout le monde. Les documentalistes n'ont pas le temps de le faire, donc généralement c'est mal indexé. Donc elle peut aider effectivement à mieux indexer, faire des résumés et tout, qui permet de pouvoir mieux catégoriser l'info qu'on rentre dans un système. Puis après, à la sortie, c'est pour retrouver, c'est pour faire des résumés, faire des synthèses, comparaison de texte, etc., etc. Je la fais très courte, mais je pense que d'autres gens, peut-être que vous avez sûrement des choses à dire sur le sujet. Alors sur ce sujet-là, évidemment, tout le département juridique est à fond. Ils ont fait signer à tous les consultants voilà, une charte en explicitant exactement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, à quel endroit. On a des licences Enterprise qui permettent justement de garder tout en interne. Après, sur la partie KM, nous, on l'utilise évidemment énormément. On s'est créé Alors, sur la partie ChatGPT, on s'est créé ce qu'on appelle des custom GPTs on upload une présentation PowerPoint de 300 slides et ça nous fait le résumé qui va bien pour notre référence commerciale, ou Quartz, ou Rex, ou comment vous voulez l'appeler. Nous, on appelle ça un credential. Et là, on est en train de voir même tout un système d'automatisation pour pouvoir donc récupérer donc cette présentation finale et que ça mette automatiquement, ça mette à jour la description du projet sur notre outil KM. Donc, et que ça nous liste les métadatas qui vont bien. Donc, utiliser notre taxonomie et mettre en avant, en fait, l'outil nous donne des idées de tags spécifiques. Chez Colas, on a à peu près la même réflexion. Notre DSI a quand même bloqué l'utilisation de l'IA externe de façon assez importante. On sait que dans nos agences locales, on n'a aucune maîtrise, donc il y aura de la perte. Mais en tout cas, il y a beaucoup de formations, de webinaires qui sont actuellement mis en place pour acculturer justement à l'IA et à ses risques. Par contre, au niveau knowledge management, moi j'y vois vraiment un intérêt énorme pour les années à venir. Moi, je pilote en fait un des tests des agents copilotes sur nos plateformes et les résultats alors, sont bons et pas bons à la fois. Sur certains sujets, c'est quand même extrêmement bluffant de voir comment l'agent peut guider au milieu d'une documentation. Après, la documentation doit être extrêmement pertinente et du coup, ça renforce encore plus le rôle du knowledge management. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant et en plus, ça rend encore plus visible auprès de la direction, enfin auprès des directions en général, à quel point justement ce qu'on fait est important et redevient pertinent, alors que finalement, on était parfois un peu oublié ou jugé un peu désuet. Et juste, moi je reprends aussi toute la partie digital learning dans mes missions. Et l'IA aussi participe aussi, enfin on voit aussi un cas d'usage très concret de pouvoir justement utiliser des présentations métiers ou enfin plein de choses métiers pour pouvoir finalement recréer via l'IA des capsules de connaissances métiers et les diffuser. Et là on a une capacité justement de diffusion de notre connaissance interne et finalement qu'on peut challenger avec de la formation externes qui sont faits par des organismes, très très rapidement, un expert métier peut, à travers juste la base de données dont il dispose, ou son propre travail d'expertise, créer des capsules avec des quiz, avec tout un arsenal pédagogique qui permet justement de cibler vraiment la transmission des savoirs et des savoirs clés de notre entreprise, finalement grâce à l'IA.
Effectivement, dans le secteur public en collectivité, notre intérêt, c'est effectivement de faire fuiter nos données plutôt. Donc, de nous faire connaître. Donc, nous, on est dans un marketing du contenu. On donne, on donne, on donne. On veut qu'on nous voit. Donc, c'est un peu différent. Malgré tout, on a évidemment des politiques RGPD très fortes puisque nous gérons des données extrêmement sensibles à caractère personnel. Donc, des placements d'enfants en établissement, de l'adoption, etc. Voilà. Donc des dossiers de RSA, voilà. Tout ça est extrêmement sensible. Donc, mis à part le fait que effectivement nos données ont vocation, comme chez toi, c'est-à-dire publiées sur HAL, hein, voilà. Au final, c'est presque une obligation de donner nos données. Donc là, de ce point de vue-là, moi, je serais plutôt favorable à l'idée qu'on participe à l'alimentation d'un corpus de l'IA en tant que tel, et ça fera des données encore plus de qualité, je dirais. Voilà. Donc ça peut que upgrader ChatGPT ou Mistral, etc., puisque nous, on a vocation à faire sortir des données très qualifiées, voilà, très étudiées. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même aussi... on a demandé des exceptions dans notre direction pour pouvoir aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui codent, par exemple, et nous-mêmes, nous utilisons ces outils gratuits, mais nous avons aussi Copilot qui est déployé sur l'ensemble des postes des collaborateurs. Oui, pardon. Moi, je voulais rajouter juste un petit point. SharePoint, enfin le moteur de recherche de SharePoint est pas parfait, loin s'en faut. Et donc, pour nous, c'est un vrai challenge de permettre la recherche sémantique, de permettre de pointer spécifiquement sur une slide en particulier plutôt que juste sur un document. Comme je disais, on a des documents de plusieurs centaines de slides. Et également permettre de générer du contenu issu de plusieurs présentations. Et donc là, on est sur le point de sortir un outil où on a fait une sélection des documents les plus récents de notre plateforme KM. On les a indexés, on a bossé avec une entreprise sur un RAG qui va permettre ça. Et l'objectif, c'est de donner accès à nos consultants à un chatbot qui leur permettra de faire une recherche en langage, et donc avoir de la recherche sémantique. L'exemple que je prends habituellement, mais bon, vu l'audience, vous comprendrez, mais en gros, nous, par exemple, si on fait un projet, par exemple, sur les crèches, on va avoir les Anglais qui vont appeler ça un kindergarten, les Français qui, quand bien même ils écrivent en anglais, vont appeler ça nurseries. Et donc, si vous faites la recherche sur nurseries, vous ne trouverez pas kindergarten et vice-versa. Donc voilà, l'objectif, c'est pour nous de booster tout l'accès à la bonne information au bon moment, le plus facilement possible. Et tout ça, on espère que ça va être permis par l'outil qu'on est en train de développer. Moi, je dirais que l'IA, ça peut être bénéfique au niveau du KM à la sécurité civile, si ça rentre toujours, si ça répond à un besoin. Et je pense que c'est aussi l'opportunité de repenser tout ce qui est autour de la valeur ajoutée et de la protection de la donnée. Donc c'est aussi une réflexion qui date pas d'hier, au ministère de l'Intérieur et même au niveau interministériel. Par exemple, en termes même de données d'innovation, il y a toujours une préférence pour des industriels au niveau national ou des choses comme ça. Et il y a au niveau de la stratégie, en termes d'outils de souveraineté nationale. Donc c'est quelque chose qui est pensé au niveau du gouvernement. D'ailleurs, c'est un beau sujet chez Retasta parce que nous, en tant qu'entreprise publique, je pense que c'est pareil pour vous aussi, c'est les outils évidemment étrangers, Microsoft et d'autres, il y a des questions qui se posent au niveau de l'État. Donc nous, on est en train de tester justement des solutions françaises.
Delos, pour ne pas le citer, pour voir si ça ne peut pas être un remplaçant de Microsoft Copilot. Alors, le KM à l'ADEME, il a comme particularité d'être tiré par un projet IA. En fait, le sponsor de la démarche gestion des connaissances, c'est le directeur exécutif de l'expertise, mais le sponsor du projet IA, c'est le président. Et on a un projet collectif avec 2 autres opérateurs du ministère de la Transition écologique et on est en cours d'élargir le tour de table. Le CSTB a été approché récemment pour créer un outil qui s'appelle SOF-IA, qui sera l'IA de confiance publique sur la transition écologique. Et l'idée, c'est de mutualiser des fonds documentaires validés, donc données qualifiées de haute qualité, publiques, et de s'en servir pour à la fois répondre à des questions de parties prenantes qui doivent mettre en œuvre, créer leur propre transition écologique. Alors la première cible, ça va être des collectivités territoriales, a priori, mais ça pourrait être aussi des entreprises. Et en interne aux 3 organisations, faire gagner du temps à la production de nouvelles connaissances, par exemple en posant des questions sérieuses à cette IA, pour dire en fait qu'est-ce qu'on sait déjà au sein de l'État. Du coup, j'oriente ma prochaine production de connaissances vers là où je dois faire une intervention et du coup, je gagne du temps pour établir mes éléments de langage. Oui, pardon. Il y a un lien, c'est que les équipes documentaires, entre guillemets, classiques, elles sont en train de faire un travail que l'IA ne sait pas faire toute seule, c'est-à-dire sélectionner la partie du fond documentaire qu'elle est capable de digérer et de restituer. Parce que tout n'est pas du même niveau de qualité et tout ne correspond pas aux attentes des cibles. Et pour l'instant, l'IA, c'est une intelligence, mais partielle, pas seulement artificielle. Et donc, du coup, ce ciblage et cette pré-indexation, en quelque sorte, c'est les équipes documentaires des 3 opérateurs, CEREMA, CGDD et ADEME, qui le font entre humains. Et après, on le donne à manger à la machine. Et du coup, dans ce cadre-là, se pose aussi un problème juridique. Puisque même si c'est une IA qui sera constituée des documents des différents partenaires, est-ce qu'on peut tout donner à cette IA puisqu'elle va être disponible à tous? Et donc, il faut nous assurer d'avoir les droits pour pouvoir déposer des dossiers, des documents qui seront retraités, restitués de façon différente de la source. Et donc, on travaille aussi avec les services juridiques et il y a un pan d'études que l'on ne mettra pas, en tout cas dans un premier temps, à disposition parce que forcément, on n'avait pas réfléchi, on a besoin de demander l'aval de chacun des copartenaires pour savoir s'ils sont d'accord de fournir ces documents à une IA.